Et si les polices du monde entier aidaient tous ensemble, sans le savoir, la Russie à traquer ses opposants politiques en fuite? C'est la conclusion d'une enquête conjointe qui a été publiée ce lundi par le média d'investigation Disclose avec le média britannique la BBC, le tout basé sur des documents confidentiels internes à Interpol. Ces révélations donc, elles mettent en cause Interpol, l'organisation internationale de coopération policière qui regroupe 196 pays. Selon l'enquête, plusieurs régimes autoritaires, dont la Russie, détourneraient ces outils pour poursuivre, arrêter ou faire extrader des opposants politiques, le tout sous couvert de lutte contre la criminalité. Alors que faut-il savoir de ces révélations importantes? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors tout est parti d'une liste qui était encore confidentielle il y a quelques jours et qui a été révélée cette semaine par Disclose et la BBC. Sur cette liste, on y voit la Russie en tête avec ce chiffre 4817. 4817, ça correspond au nombre de notices rouges qui ont été envoyées par la Russie à Interpol et qui étaient encore actives en septembre 2024. C'est de très loin le total le plus élevé au monde et on va voir dans un instant ce que c'est réellement une notice rouge, mais avant ça, petit rappel sur ce qu'est Interpol. Interpol, c'est l'Organisation internationale de police criminelle, elle a été créée il y a plus de 100 ans en 1923 et c'est grâce à elle que de célèbres criminels de guerre ont été interpellés. Et pour ce faire, Interpol utilise notamment les notices rouges. Le principe en fait il est très simple, c'est un outil qui permet d'alerter les forces de police du monde entier qu'une personne est recherchée par un État et donc si elle est repérée par une police nationale dans un de ces pays, eh bien elle doit être localisée et arrêtée provisoirement en vue d'une éventuelle extradition dans le pays donc qui a demandé son arrestation. C'est donc une forme de coordination on va dire des polices du monde entier et en théorie ce système il permet de viser des criminels graves, on pense à des terroristes, des trafiquants de drogue, des auteurs de crimes organisés ou de traite d'êtres humains. En France par exemple, Mohamed Amra qui a été évadé de prison en 2024 après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire faisait l'objet d'une notice rouge et il a été donc retrouvé en Roumanie. Sauf que selon l'enquête de Disclose et de la BBC, ce système il a des failles extrêmement importantes. En effet, la Russie l'utiliserait massivement non pas pour traquer des criminels mais pour traquer des opposants politiques qui par crainte donc de répression se retrouvent souvent exilés à l'étranger. Et pour contourner les règles d'Interpol qui en théorie interdit toute poursuite à caractère politique, eh bien les autorités russes accusent ces opposants de terrorisme, d'extrémisme ou de crimes graves, parfois sur la base de dossiers qui sont montés complètement de toutes pièces. Et selon l'enquête, la Russie cible en priorité des profils très précis, des figures de l'opposition, des journalistes indépendants, des militants anticorruption ou encore des proches d'Alexeï Navalny qui était le principal opposant à Poutine et qui est mort dans une prison russe en 2024. Et la Russie, je le disais, n'est pas la seule. Les journalistes de Disclose ont obtenu une fuite d'un certain nombre de documents et on voit qu'une vingtaine de pays comme la Chine, la Turquie ou encore l'Iran utilisent ces notices rouges de manière abusive pour tenter de faire pression sur des dissidents et d'obtenir donc leur arrestation. La Chine par exemple de son côté a utilisé tout ça pour cibler des Ouïghours, donc cette minorité musulmane violemment réprimée en Chine et dont certains, notamment des porte-paroles, s'étaient réfugiés à l'étranger. Alors faut savoir qu'en théorie les personnes visées elles peuvent saisir une commission indépendante d'Interpol qui est chargée de vérifier justement que les notices rouges elles sont pas abusives et qu'elles visent pas à arrêter des opposants politiques. Sauf que dans la pratique, cette commission elle est complètement débordée. Le nombre de recours explose, les moyens humains et financiers sont limités. Bref, les difficultés sont nombreuses. Résultat, même lorsque la notice est finalement jugée illégitime, eh bien cette notice rouge, elle a parfois déjà produit des effets. Il y a des personnes qui se retrouvent arrêtées à des aéroports, des gens qui se retrouvent placés en détention provisoire ou alors privés de visa. Le tout donc grâce à ces notices rouges. Et plus largement en fait, les journalistes décrivent une véritable stratégie d'asphyxie administrative. En gros, même lorsque ces opposants ne sont pas arrêtés, les alertes qui sont émises, eh bien, elles peuvent suffire parfois à bloquer des comptes bancaires, à empêcher le renouvellement de certains papiers, ou alors ça permet de dissuader certains États d'accorder un visa ou un titre de séjour. Bref, c'est véritablement une arme qui peut être utilisée. À noter par ailleurs qu'il n'y a pas que des régimes autoritaires qui peuvent l'utiliser. Par exemple, l'enquête revient sur le cas de Paul Watson, fondateur de l'ONG Sea Shepherd et figure importante de la défense des océans, qui est lui aussi ciblé par le Japon via Interpol. Alors face à tout cela, Interpol affirme avoir renforcé ses contrôles avec une unité spéciale créée justement pour filtrer les demandes, mais pour de nombreux experts, eh bien ces mesures, elles restent trop lentes et trop insuffisantes. En tout cas, c'est une enquête importante, donc notamment de Disclose, et je vous mets tous les liens pour en savoir plus en description. On va suivre évidemment l'évolution de la situation. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur la situation en Iran. La répression qui est menée par le régime contre les manifestants depuis le 28 décembre aurait
aurait causé la mort de plus de 30 000 personnes, selon le docteur irano-allemand Amir Mobarez Parasta, qui s'appuie sur des données hospitalières. Ce même chiffre a également été révélé par 2 hauts responsables du ministère de la Santé iranien à Time Magazine. Cependant, le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur iranien évoque 3117 morts, un chiffre largement sous-estimé selon les ONG. Alors si les 30 000 morts en Iran venaient à être confirmées, cette répression serait l'une des plus meurtrières du XXIe siècle. À titre de comparaison, la répression en Syrie par le régime de Bachar el-Assad aurait fait 2900 morts entre mars et octobre 2011, selon l'ONU. Et d'ailleurs, sur le plan international, Donald Trump a affirmé ce mardi que l'Iran était prêt à négocier avec les États-Unis pour mettre un terme à cette répression. Cependant, il a laissé entrevoir la possibilité d'une action militaire sur le territoire iranien. Si le président des États-Unis n'a exécuté aucune de ces menaces, il a tout de même envoyé ce lundi le porte-avions Lincoln dans la région du Golfe. On suivra ça. Deuxième actu, des frappes russes en Ukraine ont tué au moins 12 personnes ce mardi. Une première a eu lieu dans la région de Kharkiv, à l'est du pays, où un drone a touché un wagon transportant près de 200 civils. 5 d'entre eux sont décédés, selon le gouvernement ukrainien. L'autre a eu lieu à Odessa, au sud-ouest, où une cinquantaine de drones ont attaqué une école, une église et des installations énergétiques. 3 personnes sont mortes et une trentaine ont été blessées, dont 2 enfants et une femme enceinte, selon les autorités locales. Ces attaques ont eu lieu alors que des pourparlers sont en cours entre la Russie et l'Ukraine. Des représentants des deux pays se sont rencontrés pour discuter d'un plan de paix la semaine dernière à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Au total, la guerre en Ukraine a fait près de 2 millions de victimes militaires depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, selon une estimation du Center for Strategic International Studies, un cercle de réflexion basé aux États-Unis. Ce chiffre cumule des morts, des blessés et des disparus. De son côté, la Russie aurait perdu 325 000 soldats sur 1,2 million de victimes au total, toujours selon le Center for Strategic International Studies. L'Ukraine compterait entre 500 000 et 600 000 victimes militaires, dont 100 à 140 000 morts. Au niveau des victimes civiles, l'ONU a comptabilisé 15 000 civils ukrainiens tués et 40 600 blessés depuis 2022. Troisième actu, en France, l'ancien sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, a été reconnu coupable d'avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. Il a été condamné ce mardi à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme, et a annoncé qu'il ferait appel. Selon le tribunal, il a volontairement versé de la MDMA, un psychotrope puissant, dans une coupe de champagne servie à la députée lors d'un dîner à son domicile. Le parquet a insisté sur le caractère prémédité et la gravité extrême des faits. De son côté, Joël Guerriau nie toute intention sexuelle et parle d'un accident. Il affirme avoir manipulé de la MDMA pour son propre usage, puis avoir servi par inadvertance à Sandrine Josso une coupe de champagne qui en contenait déjà, en expliquant qu'il aurait réalisé trop tard qu'elle avait peut-être ingéré le produit. La députée, qui a été victime d'une forte intoxication, s'est depuis engagée politiquement contre la soumission chimique, donc le fait de droguer une personne à son insu, dans le but de commettre un acte criminel contre elle, comme ça a été le cas pour Gisèle Pelicot par exemple. À noter que la peine de prison n'est pas encore effective tant que la procédure d'appel est en cours, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, 500 000 sans-papiers vont être régularisés en Espagne, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez ce mardi. Alors pour en bénéficier, les sans-papiers doivent résider en Espagne depuis au moins 5 mois et ne pas disposer de casier judiciaire. Ils pourront effectuer leur demande entre le mois d'avril et le 30 juin. Le permis de séjour sera valable 1 an pour les adultes et 5 ans pour les enfants. L'objectif de cette régularisation, c'est, je cite, que personne dans ce pays ne travaille sans droit, selon la secrétaire générale de Podemos, le parti à la base de la mesure. En fait, les migrants qui travaillent le font sans contrat ni cadre légal. L'objectif, c'est donc de régulariser leur situation et ainsi soutenir l'économie qui a enregistré une croissance de 2,9% en 2025, alors que le taux de chômage est en dessous des 10%. Le dirigeant du parti d'extrême droite Vox, Santiago Abascal, s'en est pris au Premier ministre Pedro Sanchez sur X, affirmant, je cite, « Le tyran Sanchez est le peuple espagnol, il veut le remplacer, c'est pourquoi il cherche à promouvoir par décret un effet d'appel d'air afin d'accélérer l'invasion, il faut l'arrêter. » Cinquième actu, l'euro a franchi ce mardi la barre de 1,20$ pour la première fois depuis 2021. Cette hausse de l'euro, elle s'explique par l'affaiblissement du dollar sur fond d'inquiétude des investisseurs face à la politique économique du président des États-Unis, Donald Trump, qui a minimisé la baisse du dollar en affirmant qu'il se portait très bien. Faut savoir qu'en une semaine, le dollar a reculé de près de 2% face aux principales monnaies européennes que sont l'euro et la livre sterling. Lancé en 1999 à 1,17$, l'euro avait atteint un record de plus de 1,60$ lors de la crise financière des subprimes en 2008,
Brexit qui avait affaibli la monnaie américaine avant de redescendre et de ne pas repasser 1,20$ depuis 2021, période où les économies européennes bénéficiaient du soutien des politiques publiques durant la période de la pandémie du Covid-19. Mais depuis l'investiture de Donald Trump, l'euro a gagné environ 15% face au dollar. Les marchés sont refroidis par un mélange d'instabilité politique, de menaces commerciales et militaires et de pression du président des États-Unis sur la Banque centrale américaine qui est chargée de fixer les taux d'intérêt et de conduire la politique monétaire. Et on termine avec cette actu. L'Académie des Césars a dévoilé ce mercredi la liste des nommés pour sa 51e cérémonie qui sera présidée par l'actrice française Camille Cotin. Initialement prévue le 27 février, la cérémonie a été avancée au 26 février pour laisser place au spectacle des Enfoirés qui sera donc diffusé le 27 février, comme l'a annoncé Canal+ dans un communiqué. Parmi les favoris figurent Nouvelle Vague de Richard Linklater avec 10 nominations, L'attachement de Karine Tardieu et Dossier 137 de Dominique Moll avec 8 nominations chacun. Un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi, qui a été Palme d'Or à Cannes et qui est en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario, pourrait également être récompensé dans plusieurs catégories. Merci beaucoup pour ces actualités. Si vous avez dans les prochains jours des sujets que vous souhaitez qu'on aborde absolument sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast, notamment en podcast audio. Je prends le temps de lire tout ça, notamment sur Spotify. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.